Dans cette activité 14, il s'agissait pour vous de comprendre la notion de protectionnisme. Il faut qu'à l'issue de cette activité 14, vous soyez capable d'expliquer qu'est-ce que le protectionnisme, à quoi ça sert, quelles sont les différentes formes qu'il peut prendre et quelles en sont les limites. Alors pour s'introduire à cette notion, vous aviez un extrait vidéo dont je vous donnerai la référence. Donc il s'agissait d'introduire en fait la notion de protectionnisme à partir de l'exemple de l'Argentine. Ensuite, on vous donnait trois documents, donc B, C et D. Le document B visait à expliciter les différentes formes de protectionnisme, donc par droit de douane, par subvention aux producteurs nationaux, par des mesures de contingentement ou par la mise en place de normes de consommation et ou de normes sanitaires. Le document C vous donnait des justifications possibles, donc vous aviez ici des exemples de mesures protectionnistes avec ici les théories à laquelle chacun de ces exemples pouvait renvoyer. Donc la théorie du protectionnisme éducateur, la théorie de l'industrie sénescente, l'argument de l'indépendance, la politique commerciale stratégique et l'argument de la concurrence déloyale. Et enfin, le dernier document, le document D, présentait certaines limites du protectionnisme sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans l'idée de protectionnisme, c'est que le protectionnisme, c'est l'exact contraire du libre-échange sur lequel nous avons travaillé jusqu'à présent. Donc si on définit le libre-échange comme une politique qui vise à lever les obstacles à la libre circulation des biens, des services et des capitaux, et bien le protectionnisme c'est le contraire, c'est-à-dire c'est une politique qui consiste à mettre en place des obstacles à la libre circulation des biens, des services et des capitaux. Donc on a deux grandes formes de protectionnisme, le protectionnisme tarifaire et le protectionnisme non tarifaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Prenons pour commencer les droits de douane. Lorsqu'on décide de mettre en place des droits de douane sur les importations, on augmente mécaniquement le prix des importations, ce qui rend plus compétitifs les productions des producteurs nationaux. Autrement dit, on permet, grâce aux droits de douane, d'augmenter la compétitivité des producteurs nationaux, puisque le prix des importations se trouve augmenté. On incite ainsi les consommateurs à acheter des produits nationaux plutôt que des produits importés. Autre mesure de protectionnisme tarifaire, le subventionnement des producteurs nationaux. Donc là encore, c'est bien du protectionnisme tarifaire, puisque en subventionnant, c'est-à-dire en aidant les producteurs nationaux, on leur permet de baisser leurs prix et donc de les rendre plus compétitifs vis-à-vis des producteurs étrangers. Donc dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agisse de droits de douane ou de subventions aux producteurs nationaux, on rend plus compétitifs les producteurs nationaux en leur permettant de proposer des produits à des prix relativement moins chers comparés au prix des productions importées. Donc à côté du protectionnisme tarifaire, on a le protectionnisme non tarifaire, dans lequel on va retrouver la mise en place de mesures de contingentement, en interdisant certaines productions ou bien en limitant les quantités de produits importés. Autre exemple, la mise en place de normes de consommation ou de normes sanitaires. On va définir une certaine façon de produire et donc tous les produits étrangers qui ne respecteraient pas ces façons de produire ne pourraient pas être importés. Si on reprend les exemples qui vous sont donnés dans l'activité 14, l'exonération de charges patronales pour les producteurs nationaux correspond à une forme de subvention pour les producteurs nationaux. Alors mon exemple est un petit peu discutable, néanmoins on peut considérer que c'est une forme de protectionnisme tarifaire, puisque en diminuant les charges patronales, on diminue les coûts de production, donc on augmente la compétitivité des producteurs nationaux. Autre exemple, celui de l'interdiction des déodorants importés contenant du chlorhydrate d'aluminium. On est typiquement ici dans la mise en place de normes sanitaires, puisque tous les déodorants étrangers contenant du chlorhydrate d'aluminium ne pourront pas être importés. Et enfin, l'interdiction des champignons à provenance d'Ukraine, c'est une forme de mesure de contingentement radicale, puisqu'on interdit l'importation de ce type de champignons, ce qui évidemment va de facto favoriser les producteurs de champignons nationaux. Alors comment justifier une politique protectionniste? Alors l'argument général, en tout cas l'argument avancé par les partisans d'une politique protectionniste, c'est celui de l'emploi. En effet, on peut partir du principe qu'à partir du moment où les producteurs nationaux sont protégés de la concurrence des producteurs étrangers, ils vont produire plus, et donc pour produire plus, ils vont embaucher davantage. Autrement dit, le protectionnisme serait un outil de lutte contre le chômage. Néanmoins, et c'est ce que nous montre le document C,
il y a d'autres justifications possibles au protectionnisme. Alors il y a pour commencer l'argument de la concurrence déloyale. C'est celui qui correspond en fait à la première situation. Donc on imagine que le gouvernement français interdit l'importation des poupées Barbie fabriquées en Chine car elles sont fabriquées par de jeunes enfants faiblement rémunérés. Effectivement, on peut considérer que c'est de la concurrence déloyale puisque grâce à l'exploitation des enfants, la Chine parviendrait à vendre ces poupées Barbie à un prix artificiellement bas. Deuxième situation, donc celle-là, on imagine que le gouvernement français attribue le monopole de la production de systèmes d'exploitation à une entreprise française avec interdiction des importations des systèmes Windows et Macintosh, ceci afin de laisser le temps, c'est ça qui est important, à l'entreprise française d'amortir ses investissements en recherche-développement. Ça, c'est l'argument protectionniste classique qui est celui du protectionnisme éducateur. Donc c'est la deuxième configuration. On protège normalement de manière provisoire une entreprise nationale de manière à lui laisser le temps d'évoluer, de s'adapter, d'être rentable pour faire face à la concurrence internationale. Donc c'est l'argument classique, celui développé par l'allemand Friedrich List au XIXe siècle, qui consiste donc au protectionnisme éducateur. Je protège l'industrie dans l'enfance, c'est l'expression de List, le temps qu'elle trouve les moyens de s'adapter à la concurrence internationale. Dans un second temps, ce protectionnisme doit ensuite disparaître. Troisième exemple, donc celui-là, l'Union européenne subventionne, on l'imagine en tout cas, subventionne massivement le programme Galileo, donc système de positionnement par satellite, afin de concurrencer le système GPS américain. On est typiquement dans le cas d'une politique commerciale stratégique. On part du principe ici que l'industrie de positionnement par satellite est une industrie stratégique face à laquelle il ne serait pas raisonnable de laisser le monopole à un pays. Donc on subventionne les entreprises du secteur de manière à leur permettre de concurrencer le monopole américain. En l'absence de cette subvention, les entreprises ne seraient pas rentables. Enfin, dernier argument, donc le quatrième, on imagine, en tout cas c'était ce qui s'était passé en 2007, qu'au cours de sa campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy, donc l'ancien président de la République, promet aux ouvriers sidérurgistes de Florange en Moselle des aides publiques afin de préserver leurs emplois en empêchant la fermeture d'usines et de localisations. Les ouvriers s'engagent en échange à suivre des formations en vue d'une réorientation professionnelle future. Donc on est là ici dans le cadre de la théorie de l'industrie sénescente, donc c'est le quatrième cas de figure là. Donc on part du principe qu'on a une industrie qui est à bout de souffle, donc l'industrie sidérurgique, et donc on va l'aider, la subventionner de manière à maintenir l'emploi. En échange de quoi, les salariés se proposent de se former donc de manière à évoluer et ainsi éventuellement pouvoir occuper des nouveaux emplois correspondant à une industrie plus moderne. Alors toutes ces justifications au protectionnisme sont évidemment à connaître, mais s'il ne fallait, en tout cas de mon point de vue, s'il ne fallait ne retenir qu'une seule justification, ça serait celle-là. Ça serait la théorie du protectionnisme éducateur de List, parce que c'est vraiment Friedrich List, cet Allemand du 19e, qui a vraiment théorisé le premier, l'intérêt économique du protectionnisme. Alors le protectionnisme n'a évidemment pas que des avantages. C'est ce qui vous était déjà expliqué dans la vidéo introductive sur le cas de l'Argentine, mais c'est ce que vous démontrez également le document D, donc qui s'intitulait Les limites du protectionnisme. Donc en particulier, l'auteur du texte, donc Pascal Salin, qui est un économiste libéral, il identifie en fait trois catégories d'entrepreneurs, trois catégories de chefs d'entreprise: l'entrepreneur routinier, l'entrepreneur nomenclaturiste et ce qu'il appelle en tout cas le vrai entrepreneur, celui qu'on pourrait appeler également l'entrepreneur schumpeterien. Alors clairement, en mettant en place des mesures protectionnistes, on va encourager des entrepreneurs tout d'abord routiniers. Alors effectivement, à partir du moment où les entreprises sont protégées, elles ne sont plus incitées à innover, elles ne sont plus incitées à faire des efforts pour s'améliorer, donc elles se reposent sur leur laurier et finalement elles développent des processus de production routiniers,
c'est-à-dire qui consiste à répéter les techniques de production déjà apprises sans jamais faire l'effort d'en apprendre de nouvelles. Et souvent, c'est ce que nous explique Salin, l'entrepreneur routinier est en même temps un entrepreneur nomenclaturiste, c'est-à-dire que ceux qui bénéficient des protections de la part des pouvoirs publics sont le plus souvent des entreprises en fait, qui sont proches du pouvoir, hein, et donc qui bénéficient de protections de longue durée, là où au départ la protection ne devait être que provisoire. À partir du moment où vous entretenez des bons rapports avec les pouvoirs publics, eh bien, il est plus facile pour vous de bénéficier de protection. Et très souvent, hein, donc je le répète, l'entrepreneur nomenclaturiste sera également un entrepreneur routinier, donc à la fois proche du pouvoir et donc peu incité à imaginer des nouveaux produits. Et donc le vrai entrepreneur, hein, celui qu'on aurait en situation de concurrence, celui qui serait incité par le jeu de la concurrence à améliorer continuellement ses techniques de production et ses produits, ben, ce vrai entrepreneur progressivement disparaîtrait dans une économie qui serait exclusivement protectionniste. Donc dans une économie où il n'y aurait plus que des entrepreneurs routiniers ou des entrepreneurs nomenclaturistes, ben cette économie se caractériserait par de l'inflation et des produits de moins bonne qualité. Alors de l'inflation, puisque du fait de l'absence de concurrence, les entrepreneurs en fait ne seraient plus incités à baisser leurs prix, mais au contraire hein, pourraient augmenter leurs prix sans craindre de perdre des clients. De la même façon, en l'absence de concurrence, les entrepreneurs ne sont plus incités à améliorer leurs produits, d'où une perte de la qualité des produits. Mais il y a également un autre problème hein, qui était évoqué par la question 2 ici, qui est celle de la réaction des autres pays. Donc ça, c'est un problème que l'histoire économique a bien mis en évidence. À partir du moment où vous protégez vos produits, ben, vous le faites forcément au détriment des productions étrangères. Et donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les autres pays, il n'y a aucune raison qu'ils ne réagissent pas en faisant exactement de la même façon. Donc si vous mettez en place une mesure protectionniste, eh bien, les autres pays vont avoir tendance à mettre en place des mesures protectionnistes également. Et ce qui va se passer, hein, c'est un nom, ça s'appelle une guerre commerciale. Et généralement, une guerre commerciale conduit à une situation qui est défavorable pour l'ensemble des pays.